Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, cette proposition de loi, pour technique qu'elle soit, concerne la vie quotidienne de salariés, notamment lorsque le contrat de travail est rompu. Et, mes chers collègues, savez-vous quel est le motif de fin de contrat à durée déterminée le plus utilisé dans notre pays? On pourrait croire comme ça que c'est le licenciement. Non, c'est la démission, avec des chiffres parfois assez surprenants qui dépendent d'un excellent rapport de la DARES qui montre qu'en 2012, par exemple, 70% des ruptures des contrats de travail des salariés ayant moins de 30 ans étaient une démission. Il s'agit donc de la rupture à l'initiative du salarié et, bien entendu, toute démission n'est pas liée automatiquement, systématiquement, à un conflit avec l'employeur. Déjà, la création en 2008 de la rupture conventionnelle du contrat a réglé pas mal de situations par, comme on le dit, un licenciement à l'amiable. Mais il reste des situations où le salarié n'a pas d'autre choix de rompre lui-même son contrat en raison de faits, de manquements qu'il reproche à son employeur. Il y a déjà plus de 10 ans, la Chambre sociale de la Cour de cassation a défini le régime de la prise d'acte de rupture, sans d'ailleurs que cette définition ne varie depuis. La Cour estime que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Nous savons qu'aucun formalisme n'est attaché à la prise d'acte. Elle peut être verbale, elle peut être écrite. Et lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture de ce contrat de travail et démissionne, tout en faisant valoir sur le moment ou ensuite ou au cours de la procédure prud'homale qu'il a été contraint d'agir de la sorte en raison du comportement de son employeur, il peut le faire. La seule limite, c'est qu'il ne peut pas exposer des faits postérieurs à la rupture qu'il pourrait reprocher à son employeur. La prise d'acte entraîne donc la rupture immédiate du contrat de travail et le salarié saisit le conseil de prud'homme pour lui demander d'apprécier les faits. Si les faits, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves, et on a vu aujourd'hui que la Chambre sociale de la Cour de cassation rajoutait que ces faits devaient empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge qualifiera la rupture en licenciement sans cause réelle sérieuse avec les conséquences qui s'imposent, c'est-à-dire le paiement d'indemnités légales ou conventionnelles, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, et l'appréciation du préjudice subi par soit des dommages et intérêts si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit une indemnité pour licenciement abusif. Dans le cas contraire, le juge qualifiera la rupture de démission. Enfin, la brusque rupture par le salarié et le déroulé de la procédure prud'homale posent une question: quel est le statut social du salarié pendant le déroulé de la procédure? Eh bien, il est extrêmement précaire. La rupture, on le sait, je viens de le dire, est d'effet immédiat. L'employeur, pour sa part, est tenu de remettre au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail un certificat de travail, une attestation de Pôle emploi où il aura coché la case prise d'acte de rupture des missions et un reçu pour solde de tout compte. La délivrance de l'attestation Pôle emploi ne permet toutefois pas nécessairement aux salariés, et quasiment jamais, de bénéficier d'une indemnisation au titre du chômage. L'attestation doit mentionner le motif de rupture et l'employeur est tenu par les motifs de la prise d'acte tels qu'ils ont été présentés par le salarié, et il ne peut se contenter de mentionner comme motif de rupture prise d'acte de la rupture. Ainsi, au moment où Pôle emploi reçoit l'attestation, il n'est pas en mesure de savoir si cette rupture va produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux allocations de chômage
ou d'une émission privative de ces mêmes allocations, et donc le salarié doit attendre la décision judiciaire. Dans l'attente du jugement, le salarié ne peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que dans quelques cas restreints. Il ne peut bénéficier de l'assurance chômage. Il ne peut bénéficier d'un soutien que si il y a une démission légitime établie par l'UNEDIC. Deux cas de figure. La première, c'est lorsque la démission est intervenue pour cause de non-paiement des salaires et Pôle emploi exige que le salarié ait produit une procédure devant la formation de référé du Conseil de prud'homme et vienne avec une ordonnance de référé. Mes chers collègues, vous imaginez le salarié qui vient de prendre acte de la rupture de son contrat, qui sait qu'à partir de cette rupture, il ne va pas bénéficier du moindre revenu, et on va lui demander en plus d'engager une procédure prud'homale pour avoir une ordonnance, comme si cela ne coûtait rien et comme si cela était simple. Donc déjà là, on voit que c'est un parcours du combattant. Deuxième possibilité pour percevoir l'assurance chômage, c'est lorsque la démission intervient à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de son contrat de travail. Le salarié doit alors justifier d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République. Enfin, en vertu de l'accord d'application numéro 12 de l'UNEDIC, tout demandeur d'emploi non indemnisé qui n'est pas reclassé après 121 jours de chômage peut solliciter un réexamen de sa situation. Donc vous avez compris que si, 4 mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat, le salarié peut s'adresser à l'instance paritaire régionale qui étudiera son dossier. Vous voyez l'état de précarité, la situation de précarité dans laquelle le salarié se trouve durant cette période. Un mot sur la situation de l'employeur, qui mérite d'être évoquée, puisque celui-ci doit souvent provisionner dans son bilan l'aléa judiciaire, ce qui n'est jamais bon pour l'état et le bilan financier d'une société. Alors, pourquoi cette proposition de loi présentée par le groupe radical de gauche et apparenté ce matin? Eh bien, parce que la procédure prud'homale, en l'espèce, est inadaptée et déraisonnable. Pourquoi elle est inadaptée? Dans le cadre des litiges prud'homaux, une procédure de conciliation est un principe préalable à tout procès. L'affaire est renvoyée à une audience de jugement que si cette procédure ne débouche sur aucun accord des parties. Les parties, vous savez, durant l'audience de conciliation, peuvent trouver un accord, mais le bureau de conciliation n'a pas pouvoir de rentrer dans l'examen du litige. C'est là le problème. On sait aujourd'hui que 10% des affaires se terminent en conciliation, mais incontestablement, dans le cas d'une prise d'acte, le bureau de conciliation n'a pas compétence pour juger, pour dire l'imputabilité de la rupture, si celle-ci est vraiment du fait du salarié que c'est une démission, ou si les manquements fautifs de l'employeur sont tels qu'il s'agit d'un licenciement. La formation de conciliation n'a pas ce pouvoir, puisque, je vous le rappelle, et c'est notre code du travail, elle n'a pas vocation à entrer dans le fond du litige. Donc, cette procédure est inadaptée. Elle est aussi devenue déraisonnable. La prise d'acte de rupture par le salarié, donc ne faisant l'objet d'aucune procédure spécifique, en dépit de la précarité de la situation du salarié dans l'attente de son jugement, la durée du traitement de la procédure prud'homale, c'est aujourd'hui une moyenne qui dépasse 15 mois. Ce qui veut dire qu'un salarié qui saisit le prud'homme suite à une prise d'acte de rupture devra attendre au minimum, en moyenne, 15 mois pour savoir si sa rupture est justifiée ou pas. Mais il y a pire. Il y a pire. J'ai dans les mains, par exemple, un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement du Conseil de prud'homme de Nanterre, section encadrement, où un salarié qui a saisi le Conseil de prud'homme en septembre 2013 est convoqué devant le bureau de jugement le 8 septembre 2016. Donc vous imaginez que si ce dossier est un dossier d'une demande de prise d'acte de rupture, le salarié, dans l'absolu, resterait au moins 3 ans sans protection de l'assurance chômage, dans l'attente d'un jugement qui dira si sa rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si sa rupture est une démission. Alors, tout cela est questionné, tout cela est discuté. Je vous amène à lire les conclusions du rapport
de Didier Marchal sur les juridictions du XXIe siècle, qui pose très clairement le problème en apportant des solutions. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais la situation en l'espèce ne peut plus durer. Il faudra bien qu'on se pose la question de la procédure prud'homale. Notre Parlement se l'est posée, puisque je vous rappelle, à l'initiative du groupe GDR, le 28 février 2013, un débat avait eu lieu en présence de Madame la garde des Sceaux, qui, je le sais, est très attentive à la question, tout comme vous, Monsieur le ministre, de cette question de la procédure prud'homale. Pour conclure, fort de ce double constat dressé précédemment, de la nécessité d'une décision judiciaire rapide visant à mettre fin à l'incertitude entourant les effets juridiques de la prise d'acte, tant pour le salarié que pour l'employeur, et de l'inutilité de la procédure de conciliation en pareil cas, ma proposition de loi vise donc à introduire une procédure dérogatoire d'examen des prises d'acte de rupture du contrat de travail par les conseils de prud'hommes. Cette proposition, c'est important et je conclurai là-dessus, a reçu le soutien unanime des organisations syndicales. Lors des débats en commission, j'ai ressenti que la préoccupation exposée était partagée par tous les groupes. Ainsi, j'espère qu'avec un vote unanime, nous pourrions envoyer un signal fort. Je vous remercie.